J'ai décidé de rompre avec le cinéma que je faisais, parce que ce cinéma m'étouffait. Pourquoi? Comme je travaillais plutôt d'une manière artisanale, je n'avais pas tellement l'impression de mettre en cause le système. J'avais au contraire l'impression de faire toujours la même chose. Mais avant tout, c'est moins par rapport au cinéma que par rapport à moi que des problèmes se posaient. Chaque film me rendait la vie plus difficile. Quand j'en finissais un, je pensais toujours que j'allais pouvoir envisager les choses autrement, vivre un peu mieux. Et c'était le contraire qui arrivait, je vivais de plus en plus mal. De quel point de vue? Eh bien, je faisais des films de façon très égoïste, pour pouvoir me libérer en quelque sorte, pour essayer de vivre un peu plus légèrement. En fait, j'avais au contraire sur les épaules un poids de plus en plus lourd. C'est pourquoi je tournais si peu de films. Je réfléchissais beaucoup, et entre les films que je faisais, un certain nombre d'idées me venaient à l'esprit que j'abandonnais en cours de route. Je n'en concrétisais qu'une à peu près tous les 2 ans. Et chaque fois, je n'arrivais pas à trouver une voie qui me permît en même temps de vivre et de travailler. Parce que pour cela, faire un film qui représente 1 ou 2 mois de travail tous les 2 ans, ce n'est pas suffisant. Et puis chaque fois que je tentais quelque chose, je n'arrivais pas à aller plus loin dans la direction choisie. Je sentais que j'étais obligé de changer de direction. Tu étais déçu? Mais on est toujours un peu déçu. On espère toujours faire mieux. On arrive à quelque chose et cependant on avait espéré que ce serait mieux. La plupart des films que j'ai faits ont plu à mes amis, ont assez plu autour de moi. Ce qui me coupait l'envie de faire autre chose immédiatement. Si je n'avais rencontré qu'incompréhension, j'aurais peut-être insisté. Je me serais peut-être battu. Et comme tout se passait simplement en apparence, comme les gens aimaient bien, je pensais chaque fois avoir atteint mon but. En même temps, par exigence personnelle, je n'étais pas très satisfait. Toutefois, je me disais, puisque l'essentiel passe, puisqu'on le dit, ça doit suffire. Cela te paraissait trop facile? Que tes films plaisent sans problème? C'est ça, je n'essayais pas vraiment de faire mieux. Et en même temps, comme j'allais de moins en moins au cinéma, que j'étais très déçu quand j'y allais, j'étais très content d'être en dehors de ce qui se faisait couramment. En fin de compte, je n'avais plus du tout l'impression d'être un cinéaste, de faire du cinéma. Et les questions que je me suis posées depuis plus d'1 an aboutissent à ceci. Pourquoi fait-on des films? À quoi cela sert-il? Je me suis trouvé dans la confusion la plus totale. J'ai envisagé de renoncer au cinéma. J'ai toujours éprouvé beaucoup plus de plaisir à travailler sur les films des autres que sur les miens. Pour ce qui est des films des autres, quand j'en ai fait le montage, j'ai eu l'impression d'aller plus loin dans la réflexion, d'apporter davantage. Le travail dont je suis le plus content au cinéma, c'est celui que j'ai accompli sur les films des autres, et non sur les miens. Oui, je pense que je fais un meilleur travail, que je peux apporter davantage, si tant est que je peux apporter quelque chose. Chaque nouveau film paraît plus rigoureux que le précédent. C'est une façon de dire que je gommais de plus en plus, qu'il y avait de moins en moins de choses dedans. Mon premier film était un fouillis. Je l'aime bien d'ailleurs, mais c'était un fouillis parce que dans tout premier film, chacun met toutes les idées qui lui passent par la tête. On n'a rien dit auparavant, alors on veut exprimer un maximum de choses. Le deuxième, c'était déjà beaucoup plus raté que le premier. Il y avait mais le reste, ce côté documentaire qui est devenu prépondérant par la suite. C'était un film entièrement écrit, conçu, mais c'était très gommé, comme si je voulais déjà me limiter dans mes moyens. Et après ça, je crois que je me suis laissé avoir par une certaine facilité. Ce que j'ai fait en définitive est très facile. Gommer, me mettre de moins en moins dans les films et tendre de plus en plus vers une écriture brute. J'ai essayé de nier l'auteur de films, c'était une affaire de gommage. Il faut préciser que je me suis lancé dans le cinéma avec à l'esprit cette idée défendue par les anciens cahiers du cinéma pendant très longtemps. La politique des auteurs. Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a que des auteurs. Au début, j'étais convaincu de la vérité de cette idée. Et les cinéastes que j'aimais allaient dans ce sens.
Mais dès que j'ai commencé à tourner, j'ai automatiquement mis ça en question. Bien sûr, quand on tourne, on fait souvent le contraire de ce qu'on pensait faire. De toute façon, je le répète, ce qui me préoccupait avant tout, c'était la question pourquoi et pour qui faire des films. Si c'est pour se faire plaisir, je trouve que c'est une très bonne raison. La meilleure que j'ai trouvée jusqu'ici, n'en ayant pas encore trouvé d'autres. Qu'est-ce que tu appelles se faire plaisir? Se faire plaisir? Bon. Il y a des gens qui éprouvent le besoin d'aller en vacances. Ou qui ont un violon d'ingres s'ils travaillent toute la semaine. Avant, il y a pas mal de temps, je voyais 3 ou 4 films par jour. Je revenais à voir 7 ou 8 fois les films que j'aimais. Je pouvais me perdre complètement dans ces films. Ne penser qu'à ça. Maintenant, je ne peux plus. Je regarde les films beaucoup plus mal qu'un spectateur ordinaire. J'ai autant de mal à voir un film qu'à lire. Je pense à autre chose. Parfois, quand on lit, on s'aperçoit tout à coup qu'on est absent. Il faut tout recommencer. Pour les films, c'est pareil. Je vois quelque chose et je ne sais pas ce que j'ai vu. Il faudrait que je revienne pour savoir. Parce que j'ai une vague impression de quelque chose, mais rien de plus. Mais, pour en revenir à ta question, si j'essayais de faire des films pour me faire plaisir, la réalisation proprement dite n'était pas une partie de plaisir. C'était au contraire un travail considérable. En définitive, beaucoup plus pénible qu'agréable. Avant tout par manque d'argent. Les 2 premiers films que j'ai tournés avec des acteurs auraient pu être très agréables à faire, mais pour des raisons financières, l'entreprise était très périlleuse. Ensuite, pour les documentaires, j'avais moins besoin d'argent. Je le répète une fois encore, la question fondamentale est: à quoi sert le cinéma? Et voilà ce qu'il y a au bout de pas mal d'années, où je m'aperçois que je n'ai rien compris, où j'ai rigolé de ce que je faisais. Je ne sais pas si je comprends mieux maintenant, mais j'ai pris un certain nombre de décisions irrévocables, du moins pour l'instant. Tout d'abord, parallèlement au gommage que j'ai essayé de faire de film en film depuis le début, je voulais être révolutionnaire. C'est-à-dire ne pas faire de pas en avant dans le cinéma, mais essayer de faire de grands pas en arrière pour revenir aux sources. Le but que j'ai essayé d'atteindre depuis mon premier film, c'est de revenir à Lumière. J'ai toujours été contre les techniques nouvelles. Je suis peut-être en cela réactionnaire, mais je crois justement être révolutionnaire. Alors il y a un malentendu à clarifier. J'ai été contre les techniques qui ont maintenant amené le cinéma de lumière à la télévision. Je parle de la télévision parce que je vois beaucoup plus de films à la télévision qu'au cinéma. Cela relève d'une dégradation que la peinture a connue, que d'autres arts ont connue, et qui ont besoin, arrivé à un certain stade, d'une révolution interne, comme était celle des impressionnistes. Et pas pour faire un pas en avant, mais pour revenir au point de départ. J'ai en effet l'impression que le cinéma s'est perdu en route, qu'il ne reste que des facilités, des signes de ce qu'il a été. Dans cet esprit, j'ai toujours refusé de faciliter le travail de mes opérateurs. Je n'ai jamais eu de rail de travelling, de dolly. J'ai toujours eu non un pied gyro qui se manie facilement, mais un pied rigide, dont les billes ne roulaient pas très bien. Ce que j'aurais voulu, en définitive, c'est que la caméra fût fixe. Et qu'avec la meilleure volonté du monde, elle ne pût pas bouger du tout. Et ça, je ne le savais pas. Mais c'est une des choses les plus importantes que j'ai apprises. Cela ne signifie pas pour autant un statisme de l'image? Mais chez Lumière, l'image n'est jamais statique. Quand la caméra bouge beaucoup, c'est peut-être pour pallier à autre chose. C'est peut-être pour faire croire qu'il se passe quelque chose. Ou pour faire du cinéma. Mais si on tourne, on n'a pas besoin de faire du cinéma. Dès que la caméra tourne, le cinéma se fait tout seul. Si on est obligé de courir avec la caméra, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si le cinéma se fait tout seul, le montage n'est-il pas inutile? C'est bien mon avis. Je nie la part artistique du montage. D'ailleurs, je nie dans le cinéma tout ce qui relèverait de l'art.
Ce que je voulais, c'est que le cinéma fût un enregistrement pur et simple de la réalité, sans qu'aucune subjectivité n'intervînt, ne s'en mêlât. Cependant, la subjectivité intervient quand même, par exemple, dans le choix d'un sujet. Elle intervient si on filme l'arrivée du train en gare de la Ciotat, plutôt que dans une autre gare. À ce niveau-là, oui. Mais pour ma part, je ne saurais expliquer exactement pourquoi j'ai pris un sujet plutôt qu'un autre. Mais dans ton dernier film, par exemple. On va y revenir. Il y a des réalités dont je voudrais préalablement parler. Quand il s'agit de films à tout petit budget, les questions de production peuvent être à peu près résolues. Elles ne sont jamais vraiment résolues. Avec infiniment de mal, on peut essayer de les résoudre. Mais on peut quand même essayer d'arriver à quelque chose en travaillant de façon individuelle, artisanale. Ce qui n'est pas résolu du tout, par contre, c'est la suite, la survie. C'est comment vivre si on n'a pas d'argent et comment continuer à faire du cinéma si on en a envie. Mais surtout, comment vivre. Je pense qu'il est très agréable de faire des films pour se faire plaisir, mais on ne peut pas en rester là. Avant, quand je faisais des films, j'éprouvais pas mal de plaisir à les montrer, enfin, à me mettre en question à travers eux. Bien sûr, je prenais chaque fois le risque de me faire huer, de recevoir des tomates, ou alors qu'on me félicite. Mais ce jeu-là, je ne le supporte plus, d'autant plus que je commence à en avoir l'habitude. On n'a jamais dit tellement de mal de moi. On en a plutôt dit du bien. Certaines personnes ont dit du mal, mais pas assez à mon gré, ou pas assez sérieusement. Ça ne m'a jamais troublé. Quand les gens n'aimaient pas mes films, ça en restait là. Ils ne m'avaient jamais prouvé que je m'étais trompé. Et puis ils n'ont pas été convaincants au point de m'inquiéter vraiment. Bref, ça n'a pas été très constructif. Je n'en ai pas tellement tenu compte, je n'ai pas été tellement sensible à ce qu'ils pouvaient dire. Mais j'ai été sensible à la chose suivante. On se casse la tête, déjà personnellement, et ensuite matériellement pour faire un film. On en fait des projections privées, on le passe à la cinémathèque ou ailleurs. On essaye de se battre pendant des mois, soit avec un distributeur, soit avec un exploitant. Et tout ceci qui coûte pas mal d'efforts, pas mal d'argent, n'en rapporte pas un sou. J'ai bien eu de la chance d'avoir un prix à la qualité pour tous mes films, ce qui m'a permis de continuer. Mais les problèmes se ramenaient quand même toujours à ceci, on est sur la corde raide. J'étais tenu de faire des courts et non des longs métrages, parce que sans cela je risquais de perdre le bénéfice de ce que je pouvais espérer. Tout ceci tenait à un fil. Ainsi, depuis plusieurs années, je me trouvais dans une situation complètement provisoire, une situation de débutant, ou même d'avant les débuts. Avant qu'on soit vraiment dans le coup. On est dans une situation où on n'a pas de fric. Mais on sait que si on parvient à s'imposer, les problèmes seront résolus. On pourra travailler comme on veut et vivre enfin convenablement. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis habitué à ne pas vivre convenablement et à ne pas travailler comme je voulais. Je me suis laissé prendre dans ce filet au point de ne plus pouvoir en sortir. Parce que ma situation était simple. Il aurait suffi que j'ai chaque année une bonne petite idée qui me permette de réaliser un court-métrage original, et j'aurais pu survivre comme ça un certain temps en ignorant complètement que j'ai tort du coup. C'est-à-dire que dès mon deuxième film, je me suis laissé prendre par le système. Ou plutôt par un système parallèle à l'autre. Un système de récupération, de bonne conscience, que l'on croirait fait pour éliminer tout ce qui pourrait remettre en cause le cinéma. En fait, ce système n'est pas fait pour ça, il est fait pour aider. Mais en même temps, il démobilise. J'ai bien eu de la chance d'avoir un prix à la qualité pour tous mes films, ce qui m'a permis de continuer. Mais j'ai eu des primes, et pour cela, il faudrait avoir une rigueur que je n'ai pas eue. On a tendance à s'installer dans ce système. Donc, au bout du compte, je me trouve à vendre, moi. Je me vendrais volontiers au plus offrant. Que veux-tu dire par là? Oh, je suis à vendre puisque je veux faire du cinéma. C'est-à-dire une chose assez inutile dans la production d'un pays.
Je suis donc à vendre. Il est peut-être des pays plus capitalistes que le nôtre, où l'on récupère peut-être les artistes. Je n'aime pas ce mot, mais je n'en trouve pas d'autres. Mais où on les paye aussi plus cher, où on leur permet de vivre mieux. À Hollywood, entre 20 et 40 par exemple. C'était quand même autre chose que la petite vie étouffante qu'on peut mener à Paris. Cette vie était réservée à quelques-uns. Mais bien sûr qu'elle était réservée à quelques-uns, mais maintenant personne n'en profite plus. Alors s'il faut choisir entre quelques-uns et personne, autant qu'il y en ait quelques-uns qui aient de la chance. Cela dit, après mon dernier film, je me suis trouvé une fois de plus devant le problème, abandonner le cinéma, ou faire autre chose. Mais quoi? Je ne sais rien faire d'autre. Je n'ai pas encore la sagesse de renoncer à tout, de travailler la terre ou de travailler dans un bureau. Alors tout à coup, j'ai eu envie de tenter quelque chose. Jouer un gros jeu sur plusieurs plans. Faire un film d'un certain type. C'est-à-dire qui n'entretienne de rapport avec le cinéma ou avec la télévision que parce qu'il s'agit d'une pellicule impressionnée. Le premier des films de télévision ou de cinéma. Pourquoi le premier des films de télévision? Il s'agirait, dans un pays idéal, et pour une télévision idéale où tout fonctionnerait bien, d'un prototype de film. Le numéro 0. C'est quelque chose comme l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Peut-être que le cinéma peut avancer à partir de ce film-là. Je ne veux pas parler du propos ou du sujet de ce film. Je voudrais en rester aux idées générales. Je pense que la surprise que constitue le film est beaucoup plus importante que son contenu. Donc, j'ai appelé ce film numéro 0. Je l'ai réalisé en février dernier sans un sou. Bon, on va passer sur les questions financières. Ça ne regarde personne, c'est mon problème. Mais j'y reviendrai quand même. J'ai donc essayé de faire un film qui ne coûterait pas cher, comme le tout premier des films. Et j'ai pensé, ça m'était déjà arrivé au moment de mes 2 premiers films, mais je m'étais laissé un peu avoir quand même, par une certaine profusion technique. J'ai donc pensé qu'au temps du premier film, les bobines étaient très petites dans la caméra. D'autre part, la caméra était fixe et on filmait ce qui se passait devant. Mais comme les bobines étaient toutes petites et qu'on ne faisait pas de montage, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore pensé à faire du montage, les films étaient courts, ils avaient la durée de la bobine. J'ai donc pensé que quand on a voulu faire un film plus long, on a d'une part collé la pellicule, mais on a également utilisé 2 caméras, dont la seconde se mettrait en route quand la première s'arrêterait, et une troisième éventuellement pour couvrir si nécessaire l'événement. Après quoi on a mis bout à bout les pellicules. Il ne s'agit pas de montage, il s'agit de filmer un événement dans toute sa durée. Et j'ai pensé que ces caméras devaient automatiquement être côte à côte, en face du sujet. Et je ne vois pas quel esprit tortueux a mis de l'autre côté une caméra pour filmer le contre-champ ou le point de vue de la première caméra. Je pense qu'on est allé trop vite dans le champ contre champ, ou dans la modification des points de vue. J'ai donc essayé de faire un film dont la durée dépasserait une bobine de film. Pour cela, j'ai pris 2 caméras que j'ai mises côte à côte et j'ai filmé quelque chose de très simple. Quand la bobine de la première caméra, qui contenait 120 mètres de pellicule, arrivait à 90 mètres, on lançait la seconde caméra. La première bobine étant épuisée, on rechargeait le magasin, et quand la seconde bobine parvenait à son tour à 90 mètres, on lançait de nouveau la première caméra, et ainsi de suite. Cela permettait de filmer sans rupture un événement assez long. Le film numéro 0 dure entre 2h10 et je ne sais pas exactement combien, 2h05 peut-être. Il s'agit de 2h05 de tournage qui sont projetés en 2h05.
Bon, il n'y a rien d'original, c'est tout à fait banal. Mais pour moi, cette banalité représente davantage que toutes les recherches artistiques auxquelles j'ai participé, ou dont j'ai pu voir les résultats depuis plusieurs années. Et oui, ce jeu avoué, cet aveu d'impuissance, cet enregistrement mécanique, je les trouve beaucoup plus intéressants que toutes les recherches et créations artistiques auxquelles j'ai jamais pensé. D'autre part, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu des raisons personnelles de faire un film. Un peu comme j'en avais eu pour mon premier film ou pour le deuxième. Ce qui montre peut-être, enfin personnellement c'est ainsi que je me l'explique, que ce sont toujours les films que l'on fait pour des raisons personnelles qui innovent, et non ceux que l'on fait pour des raisons techniques ou artistiques. Ceux-là sont prisonniers du système. C'est quand on se sert du cinéma que l'on invente, et non quand on sert le cinéma. Et c'est pourquoi, finalement, je renie mes films d'avant. Voilà, j'ai appelé ce film numéro 0, pour bien montrer que non seulement je repartais à 0, mais que je considérais qu'avant, en ce que j'avais fait, je m'étais trompé. Qu'on m'entende bien, je reste moi-même. J'ai une faiblesse pour les films que j'ai faits avant. Bien entendu, je ne vais pas les brûler, ni les mettre au panier en disant quelle horreur. Mais je dis ce que j'ai fait avant ce numéro 0. Tout d'abord parce que je mettais beaucoup trop de temps pour faire un film. Et surtout pour y penser. Il est anormal de passer 2 ans à réfléchir sur un projet de film. Ce le serait peut-être, mais pas dans la société, dans le monde où l'on vit. On ne peut pas se permettre de passer trop de temps à réfléchir parce qu'on est tout seul. Il existe peut-être en France des services de recherche cinématographique où les gens qui réfléchissent pourraient être d'une certaine façon pris en charge. Mais comme je ne suis pas considéré comme un chercheur, on m'a toujours rejeté de services de ce type. J'ai pourtant insisté, j'ai proposé des projets qui ont toujours été refusés comme ne présentant pas de caractère de recherche. Je n'insiste plus, ce n'est pas la peine. C'est un dialogue de sourds. Je prétends que je fais de la recherche, on me dit que non. Alors, comme mes interlocuteurs sont délégués par le gouvernement et que je ne le suis pas, ils ont certainement raison. Je ne veux pas faire de polémique, il faut que je me débrouille tout seul. Je ne veux pas changer le monde, je ne veux pas dire que le monde est mal fait. Je veux faire du cinéma. Bon, pour en revenir à mon entreprise, j'ai donc éprouvé le besoin de faire ce film. Et je l'ai fait. À vrai dire, je l'ai fait dans un certain but. Parfaitement précis. Mon idée était d'en faire une unique projection. C'est-à-dire qu'en même temps que m'est venue l'intention de faire ce film, j'ai pensé aux spectateurs qui le verraient, puisque c'était pour eux qu'il serait fait. Et je désirais en rester là. Faire un film qui ne concernerait personne d'autre que certains amis, ou en tout cas certaines personnes en nombre très limité, à qui je le montrerai. J'ai donc fait ce film très naïvement, en pensant que le fait même de réaliser un film, et celui-là en particulier, serait important pour moi. Alors ça, c'est l'essentiel. Je serais tenté de laisser de côté cet aspect des choses, parce qu'il est trop personnel. Mais c'est l'essentiel. Et le but que je poursuivais ainsi, je l'ai lamentablement raté. Pourquoi? Pour des raisons intimes. Je l'ai complètement raté. J'ai fait ce film pour me prouver à moi-même, pour imposer autour de moi certaines idées qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Bon. Je suis peut-être en pleine utopie, mais pour l'instant, je ne cherche pas à être dans le réel. Et non seulement je n'ai rien prouvé du tout, mais je trouve aujourd'hui utopique d'avoir espéré que faire un film pouvait modifier quoi que ce soit dans ma vie. Mais en revanche, à mesure que j'ai tourné et monté ce film, bon, il s'est passé 10 jours entre le jour où je l'ai tourné et celui où j'en ai fait la projection. J'ai compris pas mal de choses. Notamment que pour la première fois, j'ai eu immédiatement envie de tourner autre chose.
le lendemain ou le surlendemain du jour où j'ai tourné ce numéro 0, et que j'étais d'une certaine façon libéré. C'est-à-dire que pour parler trivialement, je n'avais plus envie de faire de bons films. J'ai envie de tourner, je n'ai plus envie de faire de bons films. Alors qu'avant, il y avait quand même cette espèce de vanité qui me donnait tout de même envie de faire de bons films. Je ne veux pas dire que j'ai envie de faire n'importe quoi, des navets par exemple, non. J'ai simplement envie de tourner. Tu veux dire que seul l'acte de tourner t'importe? Oui, fabriquer des films. Et ça pour moi, pas pour qu'il existe des films. Mais revenons-en aux choses importantes. J'avais pensé réaliser ce film pour une seule projection et l'enfermer. D'ailleurs maintenant il m'est égal que ce film terminé soit intéressant ou non. Avant je pensais que je faisais des films pour le plus grand nombre possible de spectateurs. Et le seul qui ait eu un grand nombre de spectateurs, c'est mon 3e film. Parce qu'il est passé à la télévision. Maintenant, je le répète, le fait nouveau, c'est que ce film que je viens de réaliser, 8 spectateurs l'ont vu. J'en avais invité 10, mais comme il est difficile de réunir 10 personnes à la même heure et au même endroit, 8 seulement sont venus, ce qui est un échec. Parce que la projection était un élément important de la fabrication du film. Aussi important que le film lui-même. On ne réussit pas tout à 100%. Enfin, j'ai mis le film de côté. La notion d'échec apparaît quand même très relative. Mais justement, dans cette entreprise-là, je n'ai pas censuré le film, au sens où pour toutes les raisons du monde, l'artiste, que ce mot-là est répugnant, se censure. Par contre, j'ai tenu à censurer le public. J'ai choisi une délégation de gens pour le voir. J'ai montré le film tel quel, apparemment immontrable, à un public très limité. Bon, je suis peut-être en pleine utopie, mais pour l'instant, je ne cherche pas à être dans le réel. Je suis en train de chercher quelque chose. Je trouve en tout cas qu'il y a là quelque chose de nouveau, dans le fait de ne pas prendre de gants, d'enlever ses gants plutôt. Parce que jusqu'ici, même quand je mettais des idées personnelles dans mes films, ce que j'ai toujours fait, j'ai quand même toujours pris des gants pour faire passer ces idées. Tandis que pour le numéro 0, je n'ai pas pris de gants. J'ai mis tout ce qui pouvait me gêner, moi, et gêner tout le monde, à quelque titre que ce soit. Et j'ai censuré le public au lieu de censurer le film. Puis à la suite de cette projection, qui devait être la première et la dernière, j'ai pensé que ce film n'était pas si invisible que cela. Ce n'était pas la dernière projection, mais la seule. C'était le point final à la fabrication du film. La dernière colure en quelque sorte. Puis à la suite de cette projection, j'ai pensé que ce film n'était pas si invisible que ça, que je m'étais peut-être trompé. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à la seconde voie que je vais exposer maintenant. Ce film n'est pas un film comme les autres. Il laisse seulement ce sens qu'il s'agit d'une pellicule impressionnée. Mais ce n'est pas un film comme il en passe dans les cinémas, qu'il soit d'exclusivité, de boulevard ou de quartier, ou comme il en passe à la télévision. Mais j'ai réalisé que dans la mesure où un film a un spectateur, même un seul, il existe. Alors que tant qu'il n'est pas vu, il n'existe pas. Ce qui bien sûr ne préjuge en rien de sa qualité. Et c'est à partir de la projection, considérant que le film existe, que je commence mon action. Je veux que le public se sente concerné par ce film. J'ai donc téléphoné à telle ou telle personne en disant voilà, j'ai fait une projection de mon nouveau film, 8 personnes l'ont vu, mais vous ne verrez pas ce film. Parce que si je fais des projections privées pour les amis qui amèneraient leurs propres amis, si je passe mon film à la cinémathèque, à la caserne des réalisateurs, à des rencontres de cinéastes, à des rencontres de ceci ou cela, alors les gens qui par générosité ou par intérêt s'intéressent au cinéma, ou à ce que je fais, le verront. Après quoi le film pourra vieillir et mourir tranquille, sans plus concerner personne. Alors j'ai décidé la chose suivante. Je ne montre plus ce film. Parce que c'est au public, enfin aux gens qui veulent le voir d'agir. Pour ma part, je ne veux pas en faire davantage. Dans le cas de mes premiers films, j'ai eu le tort de tout faire. Non seulement réaliser ce film, mais me casser la tête pour le montrer.
C'est-à-dire inviter à aller voir des gens qui n'avaient peut-être pas envie de les voir. Je me suis trompé pendant des années et je ne suis pas le seul. Alors je mets un terme définitif à ce jeu-là. Mon dernier film ne m'intéresse plus. Je n'ai pas assisté à la projection et je ne veux pas le voir. Si des gens ont envie de le voir, si des gens se sentent concernés, qu'ils fassent quelque chose. Voilà l'objet de mon entreprise. Des amis m'ont dit « Mais comment veux-tu qu'on défende ton film si on ne l'a pas vu ?» Et je ne veux pas qu'on le défende. Je veux qu'on se batte pour le voir, et non pour le faire voir à d'autres. Je ne veux pas que les critiques se battent pour le faire voir au public, comme cela se fait depuis des années pour des films réputés difficiles. Je veux qu'ils se battent pour le voir eux-mêmes. Il faut placer les choses sur un plan individuel et concret. Et pour ça, je veux agir complètement au sein du système capitaliste, c'est-à-dire que je fais une spéculation. Pour l'instant, ce film ne vaut pas grand-chose. Il vaut ce qu'il vaut, je ne sais pas combien. 8 spectateurs l'ont vu. Je ne sais pas s'ils en disent du bien ou du mal. Disons que la valeur de ce film s'approche de 0. Ce que je veux, c'est qu'avec le temps, et comme en bourse, le jour où les actions monteront, je puisse vendre. Alors ce que je me suis proposé, ce qu'il faut faire savoir par cet entretien, ou à haute voix, et ce dont je ne me cache pas, c'est que je mets ce film en vente. Je vends les droits de ce film à un certain prix pour une durée qui est indéterminée. Pour 10 ans, par exemple, et pour le monde entier. Ce n'est plus un film, ce n'est plus une chose culturelle ou artistique, c'est un produit que je vends. Pour l'instant, sa valeur équivaut à 0. On ne m'en propose rien. Mais je vais essayer de faire monter le prix. Je ne sais pas comment on fait monter les prix, mais je vais essayer de trouver un biais. Et je vends ce film à qui veut l'acheter, quelle que soit l'utilisation qu'on veuille en faire. Parce que pour ma part, je ne me mêlerai pas de cela en quoi que ce soit. On peut le couper en tranches, le couper en 8, l'allonger, le raccourcir, le passer au cinéma, à la télévision ou ailleurs. Je ne veux pas savoir ce qu'on en fera. Le type qui dessine une automobile ne pense pas au chauffeur qui la conduira parce qu'il serait trop malheureux. Est-ce bien la même chose? Mais je veux que ce soit la même chose. Le chauffeur peut changer une aile, le volant. Ça fera peut-être beaucoup de peine à celui qui a inventé l'automobile. Mais tant pis. Si quelqu'un achète et voit mon film, il peut en faire ce qu'il en veut. Je m'en fous complètement. N'est-ce pas en contradiction avec ce que tu as dit précédemment? Ce film, c'est ma vie, c'est une partie de ma vie. Mais le fait de fabriquer une automobile, cela fait également partie de la vie du type qui l'invente. Il passe un certain nombre de mois ou d'années à travailler sur un prototype. Et ensuite, il le livre à la foule. Il ne veut pas le livrer qu'à une foule choisie, il le livre à ceux qui l'achètent. Cette comparaison entre voiture et film ne paraît pas très convaincante. Avant aussi, je pensais que cette comparaison n'était pas possible. Mais cette idée fait également partie de la bonne conscience de l'artiste. Et ça aussi, je veux le nier. Parce que c'est le piège. C'est la prison. C'est un piège dans lequel on s'enlise. C'est ce qui étouffe. Et c'est ce qui m'a étouffé. Ça, je sais que ça crée peut-être un malaise, mais je ne marche plus. Je me suis laissé prendre à ce malaise. J'ai été sensible à ce qu'on appelle la propriété artistique. J'ai fait un produit et ne veux rien savoir d'autre. Je mets ce produit en vente. On peut venir me faire des propositions. Mais pour l'instant, je ne suis pas dupe. Il ne vaut pas grand-chose. Je serais vraiment naïf si je pensais le contraire. En tout cas, maintenant, je pense que je peux tourner. Alors, je ne peux pas tourner très facilement, comme je veux, comme je respire. Mais je peux quand même tourner immédiatement si j'ai de l'argent. J'en cherche pour faire un film qui s'appellerait le numéro 1.
Parce que désormais, même s'ils doivent porter des sous-titres, je vais numéroter mes films. J'ai fait le 0, je vais faire le 1, le 2, le 3, le 4. Je mettrai le temps qu'il faudra. Mais je les ferai toujours selon le même principe, qui n'a plus rien à voir avec la production traditionnelle. C'est la fabrication de quelque chose que je mets de côté, que je montre à un comité très restreint, que j'agrandirai peut-être un peu, je ne sais pas. J'irai peut-être jusqu'à 15 personnes pour le 1, à 20 pour le 2, je ne sais pas, ça dépendra de l'humeur. Mais ensuite, je les enfermerai et je ne les montrerai pas. Parce que si je les montre, il se reproduira ce qui s'est passé à chaque fois. À savoir qu'on me vole quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Quand on voit mes films en ne me donnant rien en échange, on me vole. Qu'importe le sujet du film, qu'importe qu'on me vole une partie de ma pensée, de ma vie, mon image, ce que je filme ou je ne sais quoi, ça m'est assez égal. Parce qu'on éprouve une certaine volupté à se faire voler de cette façon. Mais on me vole aussi l'argent que j'ai donné pour faire mes films. Et qu'on ne me donne rien en échange, je trouve que c'est le monde à l'envers. Que dans cette société, le créateur soit volé et que le consommateur soit le voleur, c'est le monde à l'envers. C'est parce que tu es le producteur de ton film, si tu ne l'étais pas. Oh, il ne peut en être autrement en ce qui me concerne. Et ce n'est pas ma faute. J'ai toujours essayé de me faire produire sans jamais y parvenir. Personne n'a jamais voulu risquer un centime sur moi. Aussi n'ai-je pas eu le choix. Ce n'est pas une question de rigueur de ma part. Je n'ai pas pu faire autrement. Alors que le monde soit à l'envers et qu'il faille le remettre à l'endroit, je ne m'en charge pas. Même si pour moi, ça me coûte autant de ne pas montrer ce film à des amis ou à des gens que j'estime, que pour eux peut-être le fait de ne pas le voir. Mais c'est le seul garant de l'entreprise dans laquelle je m'embarque. À présent, je cherche de l'argent pour faire le numéro 1. Ensuite, si je parviens à le faire, je passerai au numéro 2, etc. Mais toujours selon le même principe, tu fais un film, tu le montres à un nombre X de spectateurs et tu l'enfermes jusqu'à ce qu'on te propose de l'acheter et de le montrer. C'est ça. On m'a dit que j'étais utopiste. Mais je le sais, et ça m'est égal. J'attends que les valeurs montent comme en bourse. Est-ce que tu ne crois pas que, en France, en 1971, tu es pratiquement seul contre des millions de spectateurs? Il y a des amis qui te soutiennent plus moralement qu'autre chose. Mais tu es seul face à cette masse. Parce que, à la limite, le cinéma, tout le monde ou presque s'en fout. Je suis d'accord. Mais j'ai défini au départ ma position comme une utopie. Je ne sais pas où j'irai. Mais je sais où j'en suis. Quel que soit le prix de mon attitude, comme il y a un problème financier, dépenser de l'argent en faisant des films et les garder sans qu'ils me rapportent. Cette position est pour moi la seule possible, et pas même d'un point de vue moral. C'est la seule chance de réussir quelque chose. Je n'ai pas le choix. Si je le montre, je ne gagnerai pas davantage d'argent, et le film sera comme mort, inefficace, qu'il plaise ou non. Je ne marche plus. Un de mes films m'a plu d'après ce que j'ai pu lire et entendre dans les ciné-clubs ou dans les salles où il passait. La sortie de mes films en salle ou dans les salles de cinéma parallèles m'a coûté de l'argent. Je ne veux pas parler d'argent, mais il faut en parler quand même. Absolument. Quand on parle de cinéma, il faut parler d'argent. Il ne faut parler que de ça. Bon, ça me faisait toujours plaisir que les gens aiment mes films. Je me disais, tiens, j'ai essayé d'exprimer quelque chose et des gens y ont été sensibles. Ainsi, mon deuxième film a plu à certains adolescents, ce qui me faisait très plaisir. D'ailleurs, ce film a été conçu à partir de mes propres souvenirs. Je me sentais très seul adolescent, et je ne me suis retrouvé moi-même ni au cinéma, ni ailleurs. J'ai donc fait ce film à partir de cette frustration-là. Et j'ai été très content quand des spectateurs de 16 ou 17 ans, qui n'ont peut-être pas su dire exactement pourquoi, ont trouvé quelque chose là-dedans.
Et puis il y avait aussi ceux de mon âge qui se rappelaient leur adolescence, et même les plus vieux parfois. Mais il y avait en premier lieu ceux auxquels ils s'adressaient au présent. Et ça, c'était une grande joie pour moi. Mais je ne suis pas un bon samaritain. Je n'ai pas fait ce film pour aider les autres, mais pour vivre. J'étais ravi que les gens aiment mon film à ce point. Mais il faut quand même que je vive, moi. Et pour employer un langage prétentieux, en admettant que j'ai apporté quelque chose. On ne m'a de toute façon rien apporté en échange. C'est donc comme si on m'avait volé et étouffé à la fois. J'ai donné quelque chose jusqu'à étouffer, jusqu'à la misère, jusqu'à ne plus rien avoir à dire, et rien avoir à faire, et rien en échange. Ça a été du vampirisme. Je me suis vampirisé moi-même. On m'a pompé mon sang. Et puis c'est tout. On m'a laissé là. Alors j'ai réagi, je ne veux plus qu'il en soit ainsi. Que vas-tu faire maintenant? Ouais, j'ai plusieurs projets, c'est très banal. Je cherche de l'argent pour les concrétiser. Mais pour la première fois, je ne suis pas à la recherche d'un producteur, parce que je ne marcherai dans aucune combine. Tu veux dire qu'à partir du moment où tu vas voir un producteur, tu rentres dans une combine? Oui, je veux bien voir des producteurs ou n'importe qui, mais je ne marcherai plus dans aucune combine. Je demande qu'on fasse une spéculation. C'est-à-dire que je veux qu'on me confie de l'argent. Pas beaucoup, parce que mes films ne coûteront pas très cher. Mais je veux qu'on m'en confie quand même, sans songer à le récupérer immédiatement. Il existe un film qui s'appelle Numéro 0 et qui ne va pas gêner grand monde. Mais s'il en existe un autre, et puis un autre, et encore un autre, alors ça commencera à peser. Et les prix monteront, enfin c'est ce que j'escompte. D'autres gens avant toi se sont crevés à ce jeu-là, et sans même qu'il y ait spéculation au départ. Par exemple, tant que Van Gogh a peint des tableaux, on ne s'en est pas beaucoup soucié. Mais quand il est mort, et seulement alors, son œuvre a commencé à prendre du poids. Plus tard, les valeurs Van Gogh ont commencé à monter. D'accord. Mais comme j'ai des enfants, je m'arrangerai pour faire un testament afin que tout ne soit pas perdu. Qu'il leur reste un héritage. Combien vends-tu ton numéro 0? Pour l'instant, je vends les droits pour le monde entier et pour 10 ans, 10 millions d'anciens francs. Pourquoi ce prix? C'est arbitraire? Oui, je l'ai fixé arbitrairement parce que j'ai à peu près 7 à 8 millions de dettes sur les bras pour l'instant. Et puis j'ai besoin de 10 millions pour faire le numéro 1. Je pense que si un spectateur quelconque, ou un industriel, m'achète le film, il peut gagner de l'argent sans blague. S'il le vend à 2 ou 3 télévisions de langue française, ou si 5 ou 6 ans après, il le revend pour en faire autre chose. Il peut vraiment gagner de l'argent. Alors 10 millions d'anciens francs paraît une somme dérisoire. Il faudrait sans doute tenir compte des résultats, mais le numéro 1 qui coûtera 7 à 8 millions, j'ai l'intention de le vendre 20 millions. Il serait en couleur, d'une durée qui n'est pas encore déterminée, et il présenterait peut-être certains attraits de type commercial, selon les anciens critères. Les films peuvent plaire sur des malentendus, ou pour des raisons assez étrangères à celles pour lesquelles on les a réalisés. Quand tu as parlé d'utopie ou de projet utopique tout à l'heure, tu as mis carte sur table. Oui, mais je tenais à avoir réalisé un film avant de parler de ce projet. Je me trompe peut-être, mais il me semble que si quelqu'un m'avait parlé de ce projet, je l'aurais trouvé séduisant et idéal. Tellement idéal que je n'aurais pas pensé que la chose fût possible. Et je me suis refusé à parler d'une chose qui n'aurait eu aucun commencement d'existence. Maintenant, je ne pense plus du tout au film que j'ai fait. Avant, je mettais un temps fou à me détacher d'un film, et je ne voulais pas du tout me tourner vers le futur. Mais maintenant, j'ai quelque chose d'autre à faire. J'ai donc pris la décision de ne plus penser à ce que j'ai fait, je cherche de l'argent. En fait, pour la première fois, je cherche un mécénat.
Jusqu'à présent, je cherchais à faire des affaires, ou à faire des affaires, en raisonnant ainsi. Voilà une affaire, les risques qu'elle comporte, à partir d'une petite somme, bien entendu. Je veux dire dérisoire d'un point de vue industriel ou commerçant. Une petite affaire qui s'étalerait sur un an et demi. Mais maintenant, à vrai dire, puisque je suis dans l'utopie, je cherche un mécénat. Je demande qu'on me donne de l'argent. Pas tellement, mais pour pouvoir me permettre d'aller de l'avant. Je pense qu'en fin de compte, au bout de quelques temps, on s'y retrouvera. Mais comme dans toute affaire financière, avec les risques que ça comporte, que ça monte ou que ça redescende. Si j'ai fait les films numéro 1, 2 ou 3, si je fais une locomotive extraordinaire, et que les quelques spectateurs en disent énormément de choses, alors là il est possible que les valeurs montent très haut, et que je vende. En vendant la locomotive, je vendrai en même temps tous les autres. Ainsi, si le troisième film est, disons, super commercial, alors là, si quelqu'un le veut, il faudra qu'il m'achète le tout. Si un mécène te donne l'argent nécessaire à la réalisation d'un de tes projets, il voudra montrer le film. Bien sûr, mais cela restera à discuter. Je sais que ma position n'est pas facile, mais que puis-je attendre comme prix ou prime ? Le film que j'ai réalisé sous le titre numéro 0 dure 2 heures. Donc ce n'est pas un court-métrage. Je ne peux pas le présenter au prix à la qualité, contrairement à ce que j'ai fait jusqu'ici. Je m'étais cantonné dans le court-métrage, ne dépassant pas la longueur limite, pour ne pas me hasarder en terrain inconnu. Bon, cette fois j'ai balayé cette préoccupation. Je n'ai pas pensé à une norme de durée. Il fallait que je réalise quelque chose en soi, donc que je renverse déjà des règles existantes. Du strict point de vue de la durée, numéro 0 est un long métrage, mais ce n'est pas un long métrage comme il en passe dans les cinémas. Ce n'est pas un long métrage traditionnel. Je ne peux pas le présenter au prix à la qualité. Et il ne s'agit pas non plus d'un film de télévision. Il faudrait sans doute que je me renseigne, mais je ne sais pas s'il y a à la télévision quelqu'un qui est chargé de découvrir parmi les films existants ceux qui conviendraient à la télévision. Je crois que la télévision est un système qui fonctionne assez mal, et que personne n'est habilité à faire ce tri. Aussi, si je montrais mon film au CNC, on m'objecterait « ce n'est pas un court-métrage à cause de la durée », et ce n'est pas un long métrage, ou du moins ce n'est pas un long métrage intéressant. Même chose à la télévision. C'est pourquoi je crois en fait que ce numéro 0 n'a sa place nulle part. C'est la mienne. Alors cette place, il faut la creuser. Et je la creuserai en faisant d'autres films, si je le peux. Si tu peux. Mais de quoi vas-tu vivre maintenant ? Je crois que je vais vivre. Je verrai.